pourquoi et les avantages, les bénéfices, etc. Et ensuite de parler de demain, en fait, les perspectives du coup de la VR et du luxe qui sont aussi particulièrement intéressantes. Marine, si tu veux, si tu souhaites effectivement un peu échanger effectivement sur des éléments. Aujourd'hui, toi, y a quoi qui effectivement t'a interpellé aujourd'hui sur le luxe et la VR en termes de pratique aujourd'hui? Il y a pas mal d'usages qui ont émergé, parce que quand on achète un objet dans le secteur du luxe, on n'achète pas juste l'objet en tant que tel, que ce soit en boutique ou autre. Les marques essaient de créer une expérience complète autour de l'objet, autour de la marque. C'est vrai que comme tu le disais très bien en introduction, la majorité des expériences qu'on a pu avoir ces 5 dernières années, on va dire, ça a beaucoup été de la vidéo 360. Qui mettait en avant l'image de la marque, où on pouvait voir comment était créé, où était créé tel produit, d'où venaient les matières premières, etc. Donc c'était vraiment plus un film qui représentait les valeurs et oui, les valeurs de la marque plus qu'autre chose. Et c'est vrai que certaines sont sorties du lot, dont Dior, hein, donc on n'attendait pas du tout avec son casque VR. Et qui, pour le coup, s'est dit, nous, on va l'utiliser comme un objet un peu VIP pour nos clientes et leur donner accès à du contenu auquel elles n'ont pas accès d'habitude, ce qui est les coulisses des défilés. Donc c'était super smart de leur part de partir là-dessus. Aujourd'hui, la VR, on la retrouve un petit peu partout. On en parlera un peu plus tard, notamment dans le milieu du merch. On l'utilise pour énormément de choses. Et comme tu le disais aussi très bien, on va avoir pas mal d'utilisation aussi dans le futur et de nouvelles pratiques émerger. Notamment, et on en parlera aussi plus tard dans la soirée, avec l'explosion des NFT. Voilà. Un peu de teasing. Un peu de teasing. Merci Marine. Donc, je vais aborder un premier point, c'est les enjeux en fait de cette utilisation effectivement de la VR et du luxe. Ça a un réel intérêt. Aujourd'hui, les enjeux principaux, notamment, ça va être pour le luxe, c'est de viser notamment un public plus jeune, car les clients en fait recherchent en fait une expérience émotionnelle plus qu'un produit. Aujourd'hui, ça on le sait, on vend des expériences, on vend plus des produits, on vend plus le côté ou services d'ailleurs. Les deux vont de pair. Ce sont des technologies qui vont procurer justement cette recherche d'émotion grâce à cette innovation. Et c'est pour ça qu'effectivement, ça va créer de l'engagement. On en parle à chaque fois d'ailleurs à la VR et la notion d'engagement. Et effectivement, c'est ce que va rechercher effectivement beaucoup l'industrie du luxe pour créer du lien avec sa clientèle. Qui est un lien qui est le nerf de la guerre de manière générale effectivement dans le commerce. Mais c'est encore beaucoup plus vrai chez les publics jeunes, notamment avec le marché asiatique qui est très jeune et avec un pouvoir d'achat très élevé. Donc, ils vont effectivement cibler notamment ces populations, ce segment en fait de clients-ci. Je vous mettrai en lien dans le replay en fait, notamment une étude sur les segments de marché du luxe. De 2020, qui est l'étude Brain Company, en fait. Donc, je vous mettrai le lien et vous pourrez aller consulter, c'est assez intéressant. Il y a aussi d'autres segments qui sont intéressants en termes de cibles clients. Ça va être donc les classes moyennes chinoises, ça je l'ai dit. Les milléniums, du coup, qui sont de plus en plus connectés, curieux, sensibles et qui sont vraiment en demande d'innovation. Et ensuite, on va avoir aussi les digital natives qui, pour eux, l'économie de l'immédiateté et de la fluidité, c'est vraiment quelque chose qui est propre du coup à leur philosophie en fait d'achat, de pensée, de parcours client. Ça, c'est vraiment important aussi de pas oublier qu'effectivement il y a des modifications comportementales aussi qui sont vraiment à même d'être en cohérence parfaite avec ce médium-là ici. Après, effectivement, ça va répondre à d'autres freins et ça, on va le soulever notamment sur la partie merchandising ou des boutiques, des V-boutiques. Donc VR boutique du coup aussi où ça va permettre de lever des freins qui ont toujours été existants dans le commerce. Donc on va vraiment utiliser ça comme un médium particulier pour aller répondre à des irritants, ce qu'on appelle des irritants en UX design, donc des freins dans le parcours de l'expérience client.
Ça, c'est vraiment important. Comme le disait aussi très bien Marine tout à l'heure, il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui utilisent en fait plutôt comme un moyen de communication en fait, donc ce qu'on appelle des moyens de communication différenciés pour pouvoir s'identifier de manière différente par rapport à leurs concurrents. Et ça, par exemple, ça va être le cas notamment de Prada, qui a fait ce choix notamment pour pouvoir effectivement communiquer via des films en réalité virtuelle. Donc là, avec, tu le disais très bien aussi, Marine, la 3D stéréoscopique, du coup, l'interactivité avec l'eye tracking et aussi du son spatialisé. Donc il y a quand même, c'est pas juste de la vidéo 360. Des fois, il y a quelques éléments aussi spécifiques. Louis, tu veux nous dire quelque chose? Non, Non, c'est bon, vas-y. Ok, on t'entendait, du coup, je me suis dit qu'il y avait peut-être un souci. Non, pas de souci. On me dit juste dans le chat qu'il faudrait vulgariser un peu moins de jargon commercial et marketing, parce que c'est compliqué à suivre pour ceux qui ne sont pas de ce domaine-là. Pardon, excusez-moi. N'hésitez pas à mettre dans le chat les termes que j'ai dit, effectivement, que vous n'avez pas compris, je les réexplique tout de suite, comme ça, aucun souci. Et donc, effectivement, hop, comme ça, je rattrape les éléments sans aucun souci. Désolée, en plus, c'est vrai que ça peut être vite technique. Sur ces sujets, effectivement, de parcours client, on se rend plus compte. Donc, merci de l'avoir noté, je me reprends. Ensuite, par rapport, effectivement, donc il y avait le côté, effectivement, de transmettre, en fait, donc l'outil, l'enjeu, ça va être de transmettre l'ADN de la marque, en fait. Notamment, donc là, je parlais de Prada, mais il y a aussi l'hôtellerie Marriott qui a aussi créé, en fait, permis en fait de mettre en place des événements en fait pour communiquer sur ces événements, comment ils organisent du coup leur service événementiel, etc., les lieux qu'ils proposent. Donc ça c'est intéressant parce que du coup c'est quelque chose effectivement où ça nécessite du temps d'aller visiter tous les centres de réception, etc., de définir ça. C'est des choses qui sont très subjectifs, hein. Donc il faut vraiment visiter pour pouvoir dire bon j'arbitre, ok ça c'est je vais dans tel endroit, je fais appel à tel prestataire, etc. Et là de pouvoir aller très rapidement en fait valider ou invalider un choix permet en fait de finalement d'être une sorte d'outil en fait d'aide à la décision en fait, hein. On va aider, on va guider le client en fait pour voir si ce produit ou ce service lui correspond. Ça, c'est assez intéressant en termes de gain de temps notamment. Il y a aussi, bon après on va aussi avoir des entreprises sur des spiritueux, donc là je pense à Patron du coup qui a créé une expérience de réalité virtuelle d'un point de vue d'une abeille. Donc, on voit effectivement la vie de l'abeille, etc., avec la distillerie, etc. Donc, c'est assez original. On peut faire des choses qui sont aussi originales dans le prisme de vue qu'on va choisir aussi. C'est pas forcément faire qu'une vidéo avec un angle de vue, etc. On peut essayer du coup, de donner une tonalité aussi spécifique dans la manière de le présenter. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Ouais, ça peut être soit dans un habillage graphique, comme ce qu'avait fait Prada, où c'était vraiment pour le coup des univers très comment je vais dire ça, très marqués. C'était vraiment un exercice de style avec des environnements complètement différents. On avait l'impression de se balader dans des tableaux, tellement c'était stylisé. Et on va voir aussi l'utilisation autour du produit, où on va peut-être nous amener, pourquoi pas, pour un parfum par exemple, à faire les mélanges nous-mêmes, ou à voir comment, comme tu disais, fonctionne une distillerie, à rentrer un petit peu plus au cœur du produit et à voir presque la conception, le making-of du produit final, quoi, de A à Z, on va dire. C'est assez intéressant. Il y a un cas, moi, qui m'a aussi beaucoup interpellée, c'est la marque Tom's qui a mis donc le modèle économique de Tom's, c'est basé en fait sur l'impact positif qui permet à chacun en fait d'avoir en gros pour chaque paire de chaussures que Tom's que vous achetez en fait, l'entreprise fait un don d'une paire de chaussures à une personne dans le besoin. Et en fait, ils ont effectivement créé une campagne qui s'appelle A Walk in the Shoes, donc en fait marcher être dans ses chaussures en fait, hein, c'est le côté de prendre la place de la personne. Et les acheteurs du coup peuvent utiliser une chaise en réalité virtuelle pour faire l'expérience du voyage lorsque le client en Californie se rend en Colombie pour rencontrer un enfant qui bénéficie de cette paire de chaussures.
Et il y a ce côté, je trouve vraiment dans l'action en fait, et dans l'engagement du coup de son achat, avec le côté responsable et le côté empathique du coup qu'on apporte du coup à l'expérience. C'est pas juste j'achète une paire, c'est aussi l'après, qu'est-ce qui se passe. Je trouvais ça très intéressant, cette approche effectivement, pas uniquement dans le fait de l'acheter et point, fin d'expérience, mais aussi voilà, c'est un contexte, une expérience globale et moi je trouve que ça dénotait vraiment aussi, des expériences qu'on pouvait vivre aussi, grâce à cette technologie. C'est pas Et, forcément une expérience, et donc, en oui, fait, tu allais faire cette rencontre de la personne en Colombie qui profitait de la paire de chaussures en VR, vidéo 360. c'est ça, c'est ça, oui. Ok, cool. Du coup, ça permet Super cool. effectivement de pouvoir voir, parce qu'on se dit effectivement, entrevoir ces 3 lignes, par exemple, il va être 3 lignes dans la communication de l'entreprise. Donc, vous achetez une paire et donc une paire va être distribuée à un enfant en Colombie qui est dans le besoin. Là, en fait, ben, vous allez à la rencontre de la personne, vous allez créer du lien, vous allez créer de l'empathie aussi. Et pour des marques qui ont une ADN de développement durable et sociétal forte, du coup, c'est important, je pense aussi, d'aller jusqu'au bout en fait de l'idée et du concept de leur business model aussi, qui est de promouvoir aussi des enjeux sociétaux aussi. Donc moi je trouve voilà, ils vont effectivement un peu plus loin dans ce côté d'expérience pour justement donner du sens. C'est top. Top, hein. Quand j'ai vu ça, effectivement, je me suis dit ça c'est génial. Après on a plein d'autres on a des typologies d'expériences qui sont un peu différentes. On va avoir effectivement plutôt des expériences dans l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on va dans un point de vente, mais on va faire expérimenter quelque chose. North Face qui avait fait, qu'on peut mettre un casque et faire une balade en traîneau en fait, d'un chien de traîneau dans le magasin North Face avec, en gros, on s'équipe des vêtements et puis ben on se met en immersion comme si on était dans le Grand Nord en faisant du chien de traîneau. Voilà, c'est c'est aussi proposer en fait ce côté projection du produit, c'est voir le magasin autrement que juste par une caisse, une cabine d'essayage, etc. C'est aussi ça en fait de réinventer l'expérience, c'est proposer des choses qui vont donner l'envie en fait de venir en point de vente tout simplement et qui vont être un marqueur différentiel par rapport au e-commerce, où effectivement, il y a des choses qu'on peut retrouver sur le e-commerce si on va, qui a une vocation d'aller, si on va aller plus vite, si voilà, si on n'a pas la possibilité de se déplacer, mais si on se déplace, d'apporter quelque chose aussi de différent, en fait, au client. Ouais, qui est De la vraiment un valeur réel ajoutée. intérêt à aller en boutique. Ouais. Et Et alors, pour oui, pour le coup, petite question. oui. Euh, Où est-ce qu'on place la barre du produit de luxe? Puisque là, tu parlais de North Face. Pour moi, North Mm. Face, c'était du produit haut de gamme, mais pas luxe. Je pensais plus à des C'est Hermès, des choses comme ça. c'est ça, oui. C'est Et en effectivement, fait, c'est vrai que c'est pas du luxe à proprement parler, c'est du premium, mais on n'est pas forcément dans le luxe, en effet. Mais comme quoi, il y a des marques premium qui commencent aussi. Ça donne une tendance parce qu'on voit aussi que ces marques qui sont des marques effectivement haut de gamme, sans parler de luxe, commencent aussi à investir dans la réalité virtuelle. Donc là où on pourrait se dire, bah, c'est justifiable en termes de coûts et d'intérêt uniquement pour le luxe aujourd'hui, pour des raisons aussi parce que potentiellement il faut aussi que les clients soient équipés d'un casque, et cetera. Aujourd'hui, cette frontière tend à se dissiper tout simplement, on le voit là, d'autres marques s'y mettent. Les équipements sont aussi de plus en plus accessibles pour les clients. On le sait, bon, on a vu là, on a déjà parlé des hausses des ventes de l'Oculus Quest 2 qui est devenu à un prix abordable. Et donc, ça donne aussi, moi je trouve que c'est intéressant parce que on commence à définir une tendance au développement autre que le luxe, mais de manière progressive. Là, on est quand même sur du premium, donc voilà, c'est pas non plus, on reste sur du haut de gamme, mais moi je trouve que voilà, on voit que des frontières sont aussi beaucoup plus poreuses du coup qu'auparavant. Il y avait Il l'Occitane aussi qui avait y a proposé une l'Occitane. vidéo 360 Mm. où on était au milieu des champs de lavande, etc., pour rester dans les marques on va dire, haut de gamme. Haut de gamme. Euh, et après, bon, dans les marques grand public, on va dire, il y a, pour ne citer que Que Coca-Cola, qui permettait de visiter, pareil, les coulisses d'un match via un casque VR. Donc, effectivement, on voit que
le luxe n'a vraiment pas attendu pour s'emparer des technologies, parce qu'ils ont cette flexibilité et ils ont les moyens aussi de faire des expériences de ce type-là. On voit aussi que ça commence à se répercuter doucement sur les autres marchés, quoi. En tout cas, ça suscite un vrai engouement, en fait, et ça commence effectivement à s'étendre. Il y a une marque qui a fait quelque chose de très intéressant, je trouve, par rapport au parcours client, en fait, à l'expérience client, en fait, au déroulé de l'expérience du client. C'est Serge Lutens, en fait, c'est un parfumeur qui, lui, est parti sur un parti pris de l'immersion totale avec en démultipliant du coup les points de contact avec des technologies immersives. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, là où on peut des fois mettre qu'à un seul endroit en point de vente ou sur des salons ou autres une technologie réalité virtuelle, lui a fait le choix en fait de vraiment diffuser en fait ces innovations sur l'ensemble du parcours. Que moi je trouve le plus pertinent concrètement parce qu'on a une vraie cohérence de bout en bout et une ADN forte du coup qui s'inscrit dans la marque. Et donc là, il a fait le choix en fait. Donc il y a un film vert où on voit effectivement le riad à Marrakech avec le laboratoire et on plonge vraiment le client en fait dans l'univers du parfumeur en fait. Et ensuite, il peut renouveler l'expérience sur le site web. Donc, c'est accessible aussi en ligne. Et ça, c'est pas anodin, du coup, parce qu'on a une vraie stratégie omnicanal. C'est pas voilà, uniquement en magasin, uniquement en ligne. Donc là, c'est intéressant. Et aussi, surtout, l'aventure, elle va se prolonger en fait dans les jardins du Palais Royal, où le client, en fait, il va partir à la recherche de codes en fait du parfumeur via une app un peu en mode Pokémon Go en fait. Et il va repartir, en fait, ils ont fait une appli AR où ils vont partir retrouver ces codes qu'ils ont vus justement dans la vidéo en fait, la vidéo du coup VR. Et ils vont effectivement chasser un peu de la même manière, effectivement. Donc on apporte aussi un peu de jeu, on apporte quelque chose d'interactif, de dynamique, pas uniquement effectivement je regarde et je suis en statique. Donc c'est assez intéressant. Ça permet en fait clairement un réel intérêt, c'est-à-dire que ça permet une grande proximité avec le client. Ça permet de démultiplier les points de contact lors du parcours client grâce à cette immersion qui est totale ou partielle avec la R, hein, parce qu'il y a les deux qui se mêlent, qui permet en fait d'apporter à chaque moment du parcours client en fait une valeur ajoutée, une information en plus ou une expérience en plus qu'il n'aurait pas pu vivre. Et c'est ça la réelle valeur ajoutée. C'est de mettre finalement la bonne information, la bonne expérience, le bon contenu au bon moment et pas tout apporter, soit tout apporter en package en magasin et avoir des fois on a souvent trop d'informations en magasin ou trop d'informations dans des étapes en ligne où on en est débordé et donc ça crée ce qu'on appelle de la charge cognitive au niveau du cerveau beaucoup trop importante pour le client ou beaucoup trop de choix décisionnels aussi, parce qu'on est submergé, ce qui est très néfaste pour la fluidité du parcours. Par contre, là, effectivement, on va effectivement lui diffuser, l'accompagner. Et ça, je trouve que voilà, ça, c'est fait en utilisant ces technologies qui sont complémentaires, parce que souvent on dit soit j'utilise de la R, soit j'utilise de la VR. Et en fait, les deux ont des vocations différentes. Je passe mon temps à le dire, mais je le répète encore. Elles ont des usages différents, elles ont des valeurs ajoutées différentes. Et c'est pas parce qu'on utilise l'une qu'on n'utilise pas l'autre. Au contraire, des fois, bien souvent, et on l'a prouvé dans la médecine, quand on avait des sujets sur la médecine dans les lives précédents, on avait de l'apprentissage sur la VR et puis quand on passe sur des opérations, on avait des assistants AR pour guider les chirurgiens. Voilà, donc on a effectivement ces technologies qui ont un vrai sens dans un parcours en fait d'expérience, tout simplement. Et là, en fait, c'est clairement qui a été fait ici. C'est intéressant de montrer effectivement ce parti pris de cette marque plutôt que effectivement il y a une multitude d'approches aujourd'hui, beaucoup crash test et j'adore voir ces phases de test. Marine le sait. Je suis toujours moi un petit peu dans les gradins en train d'observer en fait les tests etc des marques et autres même dans tous les secteurs au global et ça voilà j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite il y a le parti, tu le disais très bien Marine, et je vais te laisser du coup commencer aussi du coup sur ça et j'en parlerai aussi parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. On parle des boutiques virtuelles et du V-commerce. Donc on a deux axes sur ce sujet, c'est qu'il y a la partie merchandising dans une part, donc vraiment la conception en fait
des expériences clients en amont par les entreprises. Ensuite, on a vraiment la vente et l'expérience client en tant que telle. Là, c'est vraiment sous 2 axes et effectivement, du coup, Marine, je te laisse, commencer si tu avais effectivement pour la partie merch, tu avais effectivement un certain nombre de choses que tu voulais partager. Alors pour le merch, ouais, on utilise la réalité virtuelle pour pas mal de choses. Donc notamment dans l'étude du parcours client. Pour ceux qui ne sont pas initiés à ce domaine-là, il faut savoir que les marques pensent et codifient tout pour vous faire acheter tel ou tel produit. De la conception de la vitrine que vous avez en pignon sur rue à l'intérieur du magasin. La manière dont vous allez déambuler dans une boutique, elle est pensée avant et on sait exactement vers quel endroit vous allez vous diriger, vers où votre regard va se poser, etc. Alors, habituellement, avant que la VR arrive, et c'est toujours le cas pour certaines marques, on voyait parfois des caméras dans les vitrines, donc elles sont un petit peu cachées, et qui permettent en fait de voir où est-ce que votre regard va se placer. Est-ce que vous allez regarder telle tenue ou tel objet dans la vitrine. Et donc là où la VR est intéressante, c'est qu'on peut du coup reproduire donc en 3D ces agencements et via l'eye tracking, qui est plutôt bien répandu maintenant, repérer votre regard, le regard du client, et voir un petit peu, est-ce que celui-là, il attire l'œil, est-ce qu'il ne faudrait pas le placer autre part, est-ce qu'on a un moyen de mettre en valeur différemment pour améliorer ses ventes, etc. Donc on reproduit en fait en réalité virtuelle ce qu'on fait dans la vie réelle. Donc habituellement, quand vous faites un parcours client, il arrive parfois que vous receviez une enquête qui est organisée par la marque et qui vous demande qu'est-ce que vous avez pensé de tel produit, est-ce que vous l'avez trouvé facilement, ce genre de choses. Donc là, pareil, on peut en réalité virtuelle refaire les rayonnages, on va dire, et voir toujours via l'eye tracking où est-ce que vous avez posé votre regard et quelles sont ce qu'on appelle les zones chaudes et les zones froides. Donc où est-ce qu'on va venir placer le produit, plutôt à hauteur d'œil, plutôt à hauteur de main, pour que vous l'achetiez plus facilement, plus simplement. Donc on a cette utilisation-là de la réalité virtuelle. On l'utilise aussi en amont pour tout ce qui est conception de stands d'exposition ou de pop-up store. Donc là aussi, c'est assez intéressant parce que ça permet du coup de voir ce que ça va rendre à la fois seul pour notamment voir les flux de circulation, parce qu'on sait quand on est dans des événements ou dans des espaces un peu restreints, c'est toujours un petit peu difficile de savoir où est-ce que le public va s'arrêter pour regarder tel ou tel produit, avoir telle information, est-ce que les gens peuvent sortir facilement de cet emplacement ou non, et aussi pour voir quel type de mobilier on va mettre, qu'est-ce qu'il faut qu'on prévoit en termes de PLV. Alors la PLV, c'est tout ce qui est les éléments publicitaires, donc ça va être les claquets mono, les gondoles que vous allez avoir en carton sur lesquelles le produit est présenté avec un socle, ou sur une étagère avec, notamment dans les parfumeries, avec un beau visuel de la marque, de la publicité et le produit devant, pour vulgariser un peu. Donc voilà, ça va nous permettre à différents niveaux d'étudier le comportement des consommateurs et de le faire du coup avec un coût restreint, parce que forcément on n'a pas besoin de refaire l'implantation au magasin directement ou d'utiliser des maquettes ou d'utiliser des éléments en carton, mais de le faire directement avec des objets 3D que la plupart des marques possèdent déjà au final pour faire leur agencement boutique, et d'utiliser la réalité virtuelle du coup pour gagner du temps et de l'argent sur ces tâches-là. Et c'est assez intéressant, donc là je reprends, là j'ai commencé, petite aparté, j'ai commencé ma carrière en merchandising, donc effectivement je crée des expériences en magasin. Moi aussi. Et donc là, on a le même, quand on s'est rencontrés, on s'est dit: «Ah toi aussi!» Le monde est petit et effectivement, en fait, il y a effectivement donc un intérêt notamment pour notamment il y a beaucoup de sociétés de consulting qui font effectivement de la conception, d'expériences clients ou de magasins, de concept store qu'on appelle, donc les concept stores, ce sont tous les
Vous avez des magasins qui sont par exemple sur les Champs-Élysées, qui ont une thématique particulière, qui sont ce qu'on appelle les flagships, c'est-à-dire les bateaux amiral, qui portent en fait les innovations de la marque, qui portent une ADN, une identité extrêmement marquée, qui a un souhait, qui en fait va donner l'axe en fait de développement en fait des magasins en fait en déploiement nationaux et internationaux. En fait, c'est vraiment en fait un peu leur laboratoire. Et avec une identité effectivement, une ADN de brand management, donc d'identité de marque très forte. Et donc là, on va pouvoir s'en servir pour des avant-ventes où on va montrer du coup aux clients effectivement le rendu, parce que sur plan c'est joli, mais en fait on sait très bien qu'une fois sur place, du coup on se dit ah ça je voyais ça plus grand, ah les allées sont un peu trop petites, et surtout notamment les allées pour les notions de sécurité. Les accessibilités pour les personnes handicapées, etc. C'est des choses que des fois on jauge mal. Ça peut être très intéressant. Donc là, on a le contexte du Covid, quand on a dû tout réaménager. Du coup, comment effectivement on fait des tests où on dit voilà, par rapport à toutes les règles, on fait des itérations, on recommence, on dit voilà, ah oui, j'avais oublié que là, du coup, il y avait cette règle-là aussi en plus. Du coup, hop, comment je fais? Et on a cette réactivité en fait qui permet de déployer ensuite en une seule fois en fait et de manière beaucoup plus réactive finalement les optimisations en magasin. Et on va pouvoir faire des tests utilisateurs aussi. Ça, c'est intéressant. Alors ça, c'est mon côté UX designer qui va parler, mais où on veut faire des concept stores. Donc, je vous ai dit effectivement, donc c'est des nouveaux concepts, des nouvelles identités, des nouveaux parcours qu'on va créer. Et donc, on va effectivement faire essayer à des clients, en fait, pour avoir leur ressenti, pour faire de l'ice tracking, notamment via au casque qui permet effectivement ces éléments et de faire ces analyses précises, quantitatives et qualitatives, du coup. Et ensuite, on va pouvoir optimiser tout simplement en disant tout simplement, en merchandising, ce qu'on appelle les seuils de visibilité. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, des fois, vous avez des tout petits produits qui sont difficiles à vendre, qui sont assez peu visibles parce que la façade est assez faible. Et du coup, c'est pour ça que vous avez, je sais pas moi, 20 produits comme ça sur 1 mètre de ce petit produit. Vous vous demandez pourquoi. Mais pourquoi il y a autant de... c'est parce qu'en fait, tout simplement, ce produit, il a une surface tellement petite que, du coup, si on le mettait effectivement sur une surface beaucoup plus petite, le client ne le verrait pas, tout simplement. Donc il y a des seuils comme ça au niveau de la lecture, ce qu'on appelle la lecture de l'offre, en fait. La lecture en fait des produits, que ce que le client va comprendre en fait de ce qui est présenté dans les rayons. Il faut qu'il puisse effectivement, on puisse aussi lui fluidifier cette lecture. Et donc effectivement, donc on a plein de règles comme ça. Donc je vous parle pas des autres, il y a plein de termes un peu techniques, mais là c'en est un et ça te permet de vérifier si ce seuil par exemple est ok ou pas. Et dans ce cas-là, on va dire donc on va demander typiquement à un client d'aller chercher tel produit. S'il le voit pas, et du coup on va pouvoir effectivement voir comment il comprend comment sont rangés les produits, est-ce qu'il voit où est-ce qu'il doit aller chercher le produit, est-ce que voilà, et ensuite de lui poser des questions. Vous auriez vu potentiellement quel nom parce qu'il y a toujours des noms de catégories au-dessus, donc les fameuses PLV et les ILV qui sont les informations sur le lieu de vente. Donc ça va être les noms des rayons dessus par exemple, ou quand on va dire comment acheter un appareil photo parce que c'est technique et on va vous donner des informations pour vous aider à acheter l'appareil photo qui vous convient à vous et à votre besoin. Et là, en fait, on va dire, voilà, quelle information dont tu aurais eu besoin. On va pouvoir vérifier tout ça en amont sans imprimer tous ces affiches, toutes ces ILV, là, ces informations sur le lieu de vente. Et en fait, tout ça, c'est un coût. En fait, ça représente un coût énorme quand on le fait une fois en magasin. Et en plus, encore plus si on l'a déjà déployé. Mais là, du coup, ça va nous permettre effectivement de gagner en temps et en efficacité, clairement. Et accessoirement, pour le client, voilà, c'est une expérience qui est clairement augmentée. Et là, on va parler justement, du coup, petite transition, Marine, sur l'expérience augmentée du coup, V-commerce. Il y a effectivement des marques qui créent en fait des boutiques virtuelles aujourd'hui. Donc on n'est pas dans la matrice, on est dans la réalité, hein. C'est aujourd'hui, ça se fait. Effectivement, donc ils peuvent effectivement visiter des boutiques de chez eux par l'intermédiaire du coup d'un casque de réalité virtuelle. On a effectivement, on avait effectivement, je pense qu'on avait peut-être un peu parlé, l'immobilier qui faisait ça aussi, hein. On peut visiter des biens immobiliers, mais là on est carrément sur l'expérience d'achat en magasin. Et notamment, il y a notamment moi une expérience qui m'a marquée que je voulais partager avec vous ce soir. C'est effectivement le catalogue de Sabina, donc une marque qui a essayé effectivement, donc on peut essayer en fait ces tenues en 3D. En 3D, là c'est de la réalité mixte parce qu'on est sur le point de vente. Effectivement là c'est une première mondiale dans le sens où
le client va découvrir en fait la nouvelle collection par le virtuel. Et ensuite, d'un simple mouvement de la main, en fait, il va pouvoir se changer, essayer, composer avec toutes les tenues. Il n'a pas à se déshabiller déjà. Et ça, déjà premier frein. Donc là, c'est voilà, c'est le côté merge qui reprend du poil de la bête. Mais c'est un des gros freins, la cabine d'essayage, c'est un des gros freins dans le prêt-à-porter. À partir du moment où on doit essayer, on perd effectivement beaucoup de clients dans le parcours d'achat parce que on n'a pas forcément envie, on n'a pas forcément le temps, etc. Et du coup, effectivement, donc ça, si on n'a pas déjà à essayer, c'est déjà un gros point. Et en fait, le parti pris de cette expérience, c'était de partir sur la notion d'immédiateté. En fait, donc le see now, buy now, en fait, donc voyez le maintenant et achetez-le maintenant, en fait, qui va vraiment attirer une clientèle très jeune, en fait, et qui, grâce à cette technologie, en fait, donc, faut dire que cette technologie, elle est goupillée à une autre technologie. Une technologie en cache souvent une autre. C'est un truc qu'on dit dans l'innovation. Au lieu voilà, et effectivement, c'est très vrai. Et effectivement, elle a recours à une technologie qui s'appelle PictoFit, qui est reconnue en fait pour sa maîtrise de la réalité augmentée et au casque notamment Microsoft HoloSense pour pas le nommer. Et effectivement, donc en fait, ils ont goupillé en fait avec de la modélisation 3D pour justement que ça soit en fait tout simplement que le match entre le physique, les mensurations du client et les produits en fait matchent le mieux possible et que du coup il y ait une vraie cohérence en fait sur cette expérience. Et ça, j'ai trouvé effectivement très pertinent parce qu'on répond à un frein directement en fait. C'est ça, et d'ailleurs on le rencontre aussi, il y a pas mal de marques qui s'étaient lancées sur ce qu'on appelle les miroirs, un peu les miroirs magiques, où on pouvait se voir en boutique. Donc c'était un énorme écran qui était de plein pied, qui était installé dans les boutiques et sur lequel on pouvait venir en fait choisir une tenue qui venait se superposer à nous. Et le problème de ces technologies-là, c'est que le tombé d'un vêtement est très particulier, et d'autant plus dans le milieu de la mode et du luxe, où on utilise des tissus qui sont assez rares, qui ont un toucher, un porté, un tombé très particulier. C'est quelque chose qu'on peut difficilement reproduire et qui est aussi difficile en 3D aujourd'hui. Parmi les freins dans le domaine de la 3D, le vêtement en est un. Alors, on a des outils comme Marvelous Designer, notamment pour ne citer que lui, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des simulations réalistes, mais c'est pas des outils qu'on peut intégrer dans ce type de miroir. Donc le fait effectivement d'avoir le scan en volumétrique de sa morphologie et de pouvoir avoir des vêtements qui tombent peut-être pas parfaitement, mais tout de moins un peu mieux et qui s'adaptent vraiment, c'est un gros plus. Et d'un point de vue tout à fait personnel, c'est une des innovations que j'attends dans les années à venir, parce que moi j'aime pas du tout les cabines d'essayage. Moi pareil. Je fais partie de ces gens-là. Et c'est vrai que même à distance de chez soi, pouvoir essayer ces vêtements comme ça, se scanner, se dire bon je vais pouvoir mettre telle tenue, voir un petit peu ce que ça rend, etc. Ce sera un très gros plus pour le prêt-à-porter. Donc effectivement, et il y a aussi d'autres secteurs qui sont intéressés justement par cette notion de V-commerce. C'est l'industrie automobile, où on peut effectivement voir les showrooms de voitures, on peut s'installer dans les véhicules, voir la finition en fait. Potentiellement aussi, alors il y en a qui font effectivement, alors c'était laquelle marque? Je suis en train de regarder dans mes notes, là j'ai. Alors c'est. Il y a Audi, il me semble, qui a fait. Veroom. Alors c'est l'automobiliste avec Veroom en fait, qui a aussi le conciliaire automobile, qui a rendu aussi l'expérience d'achat personnalisable aussi sur. Du coup, forcément, on peut personnaliser des choses quand on achète son véhicule et encore plus quand on est sur des véhicules luxueux du coup. Effectivement, ça permet de personnaliser. Donc il y a deux choses. On découvre le showroom. Ensuite, on intègre un peu le cockpit du véhicule, de son nouveau carrosse, on va dire. Ensuite, on peut le personnaliser. Et ensuite, on peut s'offrir un tour d'essai, en fait, chez certains concessionnaires. Donc, c'est super intéressant. Parce que là, effectivement, il y a pas vous allez me dire, il n'y a pas les sensations de l'accélérateur sous le pied, etc. Bon, on n'est pas encore là, mais qui sait, dans 10 ou 20 ans. Mais aujourd'hui, effectivement, on n'en est pas là. Mais par contre, c'est quand même intéressant. Je trouve que on arrive à la finalité parce que
souvent, en fait, bon, quand on achète la voiture ou quand on achète un produit, on n'a pas forcément la finalité de l'achat. Et en fait, ce qu'on appelle en UX, c'est le job to be done, c'est-à-dire que le job, le boulot qui doit être fait, en fait, le besoin auquel on doit répondre, en fait, on l'a pas forcément tout de suite. Et là, en fait, le fait de pouvoir faire aussi un tour et expérimenter un peu, ce que ça ferait si j'étais au volant de la voiture, c'est quelque chose aussi de particulier. Et je pense que du coup, ça répond à la projection du client, en fait. D'habitude, on laisse le client se projeter. Là, en fait, on le guide aussi dans la projection en lui donnant, on dit, mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer une fois qu'effectivement, tu auras le produit, effectivement, tu auras acquis le produit, en fait. Donc, c'est intéressant d'aller plus loin. Ça te permet d'aller plus loin et ils le font bien. Donc, il y a plusieurs, il y en a plusieurs hein, qui le font. Il me semble aussi qu'il y a, c'est pas Audi qui fait ça aussi. Hein. Je n'ai plus forcément le. Si. C'est Audi qui doit faire ça. Ça leur ressemble bien aussi. Hein. Donc, ça fait il y a aussi une sorte de cohérence par rapport du coup à l'innovation. Tout à fait. Et dans les marques de voitures de luxe, du coup, alors personnellement, j'ai eu la chance de travailler sur un prototype. Oui. Sur les voitures de luxe, petite question. Est-ce que les tours d'essai sont codés par les concessionnaires ou est-ce qu'ils font usage des simulations réalistes déjà existantes? Est-ce que en gros, pour faire vulgairement, on prend le dernier Gran Turismo, on le colle en VR et on met juste la voiture qui va bien, ou est-ce que tout est fait par le concessionnaire? Alors, c'est une bonne question. À mon avis, alors moi donc, pour avoir travaillé un peu avec Ferrari, ils passent avec des prestataires pour développer leurs différents modules. Donc, je pense que ils ne repartent pas d'un jeu existant, mais ils vont plutôt faire une expérience sur mesure, parce que en plus ils ont les moyens de le faire. Tout est pensé chez eux, enfin c'est ce qu'on disait encore une fois, quand on achète un produit de luxe, on achète une expérience, tout est fait chez eux autour de ça. La partie sur laquelle moi j'avais travaillé, c'était sur la personnalisation de véhicules, c'est-à-dire que l'acheteur de Ferrari va sur le site de Maranello. Là aujourd'hui il arrive dans une espèce de cabinet, sont en exposition tous les matériaux qu'on va retrouver à l'intérieur du véhicule, donc que ce soit les bois, les plastiques, le métal, tous les tissus, etc. Et il travaille avec plusieurs designers en disant bon bah voilà, pour mon siège je veux ça, pour mes coutures je veux ça, pour mon logo il faut qu'il soit comme ça, etc. Et il est guidé. Donc là nous on avait utilisé la réalité virtuelle justement pour digitaliser un petit peu cette expérience. Donc je pense effectivement, vu la manière dont ça s'était passé, donc c'est très encadré et que étant donné qu'ils sont assez exigeants, je pense qu'ils font eux-mêmes leur expérience en passant par des prestataires, mais ils ont un regard extrêmement précis sur tout ce qu'ils veulent et sur les sensations et l'expérience qu'ils veulent faire vivre à leurs utilisateurs. Et je rebondis dessus, ouais, les éléments que j'avais pu voir, moi, en creusant le sujet, c'est effectivement de la conception, du coup, plutôt constructeur, même si parfois c'est de la vidéo 360, c'est pas forcément de l'expérience, où on est, acteur effectivement de l'expérience, mais voilà, c'était vraiment, gardé par le concessionnaire, enfin gardé, en tout cas géré par le concessionnaire. Par prestataire, sans doute effectivement pour certaines technologies, mais pour le coup, oui, les éléments que j'avais pu effectivement parcourir étaient plutôt sur cet axe-là. Ensuite, il y a on voulait échanger avec vous par rapport à, alors c'est pas effectivement de l'AR, mais c'est très intéressant d'aller creuser le sujet. C'est, de l'AR, sur certaines typologies de produits. C'est extrêmement intéressant, notamment sur les produits cosmétiques. Bon, on voit en plus avec le contexte du Covid, vous doutez bien que tout ce qui est produit, les testeurs en magasin, c'est quand même un sujet extrêmement sensible en termes de cluster, clairement en magasin. Et en plus, typiquement, je parlais de la cabine essayage comme étant un frein tout à l'heure. Ces produits en fait qui sont très subjectifs, qui sont parfois aussi très techniques, de choisir le bon fond de teint en fonction de sa carnation de peau, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de loupés.
concrètement. Il y a aussi beaucoup du coup de déception du client, etc. Et puis c'est des produits qui coûtent relativement cher. Du coup, se tromper, c'est quand même, on se sent effectivement assez facilement frustré côté client. Donc c'est comment on pouvait apporter effectivement ce qu'on appelle de la guidance, donc de l'accompagnement et de la pédagogie en termes d'outils d'aide au choix en magasin. Et effectivement, l'AR pour ça est extrêmement efficace. Il y a L'Oréal, il me semble, qui a effectivement mis des bornes en magasin pour effectivement répondre, en fait, où on projette en fait avec les filtres, les lens de chez Snapchat et autres. Donc ces filtres qui permettent effectivement de projeter le rouge à lèvres, vous projeter le fond de teint, le fard à paupières, et qui du coup vous voyez tout de suite si ça vous va, si ça va pas à votre teint, à votre coloration de peau, à votre voilà, tout ça vous le voyez, et du coup ça permet effectivement du coup pas de contact, donc le sanitaire oblige avec le contexte actuel, mais en plus de ça, ça vous aide réellement en fait dans le choix. Et vous avez aussi ces outils qui sont du coup duplicables. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est facilement duplicable finalement sur la version en ligne. Et donc, moi, je trouve que du coup, c'est gagnant-gagnant là pour le coup. Le client en plus retrouve ses codes et ses outils, qu'ils soient en in-store, donc au sein du magasin ou en ligne. Là, je pense qu'effectivement, on a ce qu'on appelle en merchandising des vendeurs muets en fait, qui est effectivement de la guidance muette en fait, mais qui permet effectivement d'aider en fait le client. Et puis avec le Covid, tout ce qui est testeur, etc., aujourd'hui, on peut plus vraiment les utiliser. Donc c'est aussi une manière de pouvoir essayer des produits cosmétiques. C'est ça. Il y a une étude qui montrait, qui a été publiée, qui montrait que il y avait 2,7, alors je pense que c'est ça, 2,7% des enseignes cosmétiques qui ont créé en fait des outils de maquillage virtuel aujourd'hui, et ça s'accroît de jour en jour en fait, pour justement avoir cette technologie qui va effectivement pouvoir prendre du poids et effectivement permettre cette meilleure projection finalement dans l'achat et dans la finalité. J'en parlais tout à l'heure, mais dans la finalité, c'est-à-dire que quand je vais acheter ce produit, ben j'aurai telle tête en fait avec mon rouge à lèvres, et du coup je me projette et je suis sûre de moi et je l'achète en conscience et de manière rassurée, sereine, etc. Et la satisfaction client elle est déjà présente. Il n'y a pas le attends, je vais vérifier une fois que je suis chez moi si c'est bon en fait. J'achète mais je suis pas sûre, je garde le, je sais pas, même si on peut pas les rendre les cosmétiques, mais des fois tu vois, je garde le ticket de caisse et je suis pas sûre, et enfin bref. Donc du coup là effectivement ça permet effectivement d'acheter en conscience en fait ces achats de manière beaucoup plus sereine. Maintenant, je vous propose effectivement de vous parler de demain, en fait, de demain et la réalité virtuelle. Ça va être long. Déjà, moi, je trouve que déjà des fois, il y a des parcours qui ressemblent un petit peu un peu à la matrice, quand on d'un point de vue extérieur, et de l'évolution, surtout de l'évolution qu'il y a eu cette année, parce que du coup, il y a eu beaucoup d'évolutions et beaucoup d'enseignes qui se sont mis, d'enseignes du luxe qui se sont mis à la réalité virtuelle cette année. Et là, demain, qu'est-ce qui va se passer sur cette expérience? Typiquement, demain, alors ça c'est juste mon avis, du coup je te laisserai rebondir dessus Marine, je sais que tu vas adorer le sujet pour le coup, je sens que ça va t'inspirer un peu aussi. Effectivement, c'est aujourd'hui, quand on parle de réalité virtuelle, on parle de full immersive, donc mais en fait réellement on stimule la vue et l'ouïe aujourd'hui, donc deux sens. Le demain de l'expérience réalité virtuelle, c'est le full sensoriel en fait. C'est d'avoir de l'haptique. On parlait tout à l'heure des rendus matières dans le luxe, la soie, le cachemire. C'est important. La première chose que vous faites quand vous êtes dans un magasin de vêtements, même si à chaque fois on vous dit pas toucher, c'est comme les enfants, ça on le garde à vie si on veut toucher le produit. Est-ce que le produit, on a la chance d'avoir une perception très fine en tant qu'être humain, en fait, et de voir très vite, on voit si un tissu est fluide, pas fluide, l'épaisseur, etc., si ça va nous convenir, si ça pique, si on pourra le supporter, etc. Et ça, c'est systématique. Ça, aujourd'hui, on l'a pas. Et c'est effectivement un sujet. Pour pouvoir effectivement le porter aussi. On va effectivement pouvoir abaisser les derniers freins. On a parlé de quelques-uns là, et il y en a d'autres encore aujourd'hui. Et effectivement, il y a aussi potentiellement aussi le goût, en fait. Il y a le goût qui est pas anodin dans le luxe. On a l'épicerie fine, je vais y arriver. Je parle de chocolat de luxe, je prends des macarons pour nommer personne. Je pense que vous aurez reconnu un peu potentiellement la marque que j'ai en tête. Mais effectivement, comment effectivement on peut aussi permettre ce choix-là. Donc il y a
j'avais fait un projet en formation qui était un projet donc pour Jeff de Bruges, donc avec un outil de personnalisation. Comment on peut permettre en fait aux clients de mieux choisir en fait ses chocolats, etc. Donc la personnalisation, c'est un grand sujet aujourd'hui dans l'expérience client. Et dans ce parcours-là, moi, j'y vois bien en fait, notamment une technologie qui est en cours, hein, qui est développée par une chercheuse aujourd'hui, qui est en fait, avec un petit module en fait, avec des impulsions électriques, elle va aller stimuler en fait les papilles et pouvoir du coup recréer le goût à distance et du coup fournir cette dimension du coup gustative à distance. Donc là, ça me paraît un peu fou aujourd'hui, mais c'est un vrai projet qui est en cours en tout cas de travail tout simplement. Et donc effectivement, là, on pourrait effectivement se dire: «Ben, voilà, avant d'acheter ce produit, je veux savoir si ça me plaît». Quand on est en face de le chocolat, ça, c'était assez parlant parce que des fois, vous êtes en face d'une boutique de chocolat, vous avez potentiellement 70 chocolats différents et encore, je vois il y en a beaucoup encore beaucoup plus. Heu, au bout d'un moment, vous choisissez votre troisième chocolat, vous dites: «Bon, faites-moi un assortiment, je vais pas choisir les 20 chocolats, puis voilà». Et donc c'est de pouvoir effectivement de dire: «Bah, voilà, on est acteur vraiment finalement» et là, en fait, quand on est en boutique en chocolat, souvent le vendeur, vous dit: «Vous voulez goûter?» Donc vous goûtez un chocolat, vous goûtez 2 chocolats. Vous pouvez pas le faire en ligne tout simplement, ce qui est encore un frein aujourd'hui et pour certaines, je pense que pour certaines industries d'épicerie fine, notamment du luxe, ça pourrait voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dis pas que ça voilà, ça paraît un peu fou aujourd'hui, mais le temps nous a prouvé qu'il y avait des choses beaucoup plus folles qui étaient en production aujourd'hui, qui étaient devenues de la réalité. Donc je ne jure, plus de rien et je serais très intéressée de voir l'évolution de ce projet à titre personnel. Voilà. Donc ça effectivement, c'est pour moi effectivement la barrière qu'il va falloir franchir, pour pouvoir, permettre effectivement d'avoir une expérience qui soit, full immersive, avec donc un vrai full immersif et qui, permette effectivement de répondre aux besoins du client aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses, Marine, sur cette thématique justement. Est-ce que toi, demain, il y a des projets où ouais, ou des sujets où tu dis: «Ah, peut-être potentiellement la tendance, ça sera plutôt ça ou ça?» Bah, là, comme ça, c'est assez difficile à dire. Il faudra voir quand on aura des mondes un peu plus évolués en Ouais. termes de virtuel, Mmh. avec des réseaux sociaux étendus. Euh, Clairement, on va voir c'est ce que Mark Zuckerberg Mmh. avance, hein, c'est un Mmh. Second Life, une version virtuelle, avec, bah, encore une fois, hein, on parlait de boutiques virtuelles dans lesquelles on Mmh. pourra faire nos achats. Je pense que c'est des choses qui vont arriver. Pour rebondir un peu sur les différents sens, le goût et l'odorat, il y a aussi des accessoires qui sont en cours de développement pour l'odorat par rapport Mmh. à la réalité virtuelle. Et je lisais un article intéressant dans mes recherches, notamment sur les NFT, où un parfumeur, en fait, a transformé, enfin, a récupéré le spectre de la fragrance de leur parfum. Mmh. Donc, ils en ont créé un objet virtuel qu'ils ont mis, du coup, sous NFT, on en parlera un petit peu. Mmh. Euh, donc on peut très bien imaginer par la suite avoir un avatar qui porterait cette fragrance. Mmh. Donc on aurait son propre parfum attitré. Je pourrais dire, bon bah moi je porte tel parfum de telle marque. Mmh. Et je suis par exemple la seule à avoir cette fragrance-là qui a été créée spécifiquement pour moi. Donc il y a aussi ce côté... et c'est pour ça aussi que les marques, notamment de luxe, sont pas mal entichées des NFT. C'est le côté unique et rareté qui attire en fait la clientèle du luxe aujourd'hui. C'est le fait d'être le seul à avoir cet objet-là, peut-être même de faire des collections, etc. Donc ce serait assez sympa d'avoir son avatar avec son propre petit parfum et que quand on se balade par exemple dans un monde ouvert, et qu'on croise certaines personnes, on puisse sentir aussi leur parfum comme on le Mmh. fait dans la vie réelle. Ce Est-ce serait que On tu a peux assez une nous rigolo. est-ce que tu petite peux nous dire ce que question dans c'est le le chat. NFT? Pardon. Oui, Oui, il va falloir préciser NFT. Mais oui. on nous demande dans le chat si vous n'avez pas peur que les expériences poussées à l'extrême comme ça, très immersives, très multisensorielles, ne
cause pas un risque de perte de contact avec la réalité pour les gens en immersion? Alors, tu veux y répondre ou... Vous avez 2 heures. C'est un sujet de philo. Alors non, vous avez 10 minutes puisqu'il est 19h10. Et... Oui, alors, non, on a 10 minutes. Alors... Moi, personnellement, je ne pense pas. C'est vrai que la limite, enfin, encore une fois, on en a déjà parlé dans d'autres sujets, ça va dépendre de la personne. Mais normalement, non, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que, alors il y a des, j'avais vu ça, j'avais suivi une conférence sur le traitement des phobies et la question avait été posée de dire mais oui, mais si on met les personnes en contact avec l'élément de leur phobie, est-ce qu'au final ils vont finir par ne plus avoir peur? Donc il y a un déclenchement, en fait, quelque chose qui se déclenche dans le cerveau qui fasse que on change complètement d'association d'idées. Moi, je pense pas, parce que, encore une fois, aujourd'hui, en tout cas, quand on met un casque de réalité virtuelle, on sait qu'on est dans un monde virtuel, même si effectivement, c'est très réaliste. J'ai l'impression que Marie est juste à côté de moi. Il y a quand même toujours cette barrière au niveau du cerveau qui dit non, non, c'est pas la réalité. Et tout comme le jour où on vous met dans une fosse de serpent en réalité virtuelle, vous allez peut-être avoir peur, mais vous savez que c'est du virtuel. Si on vous le fait en vrai, vous allez prendre votre jambe à votre cou. Vous n'allez jamais avoir cette sensation de dire bah non, j'ai plus peur des serpents parce que je l'ai fait en virtuel, donc j'ai rien à craindre. Non. Donc pour moi, non, il n'y a pas de... Il y aura toujours, en tout cas chez les personnes non sensibles, on va dire, il y aurait toujours cette limite qui séparera le réel du virtuel. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi, en tout cas. Il y a et tu le soulignes très bien quand tu dis les personnes non sensibles, il y a effectivement juste des vigilances qui sont soulevées par les médecins, mais ça plus sur des pathologies spécifiques au niveau psychiatrique et autres, qui sont du coup oui, déjà en temps normal, il y a déjà parfois une frontière entre la réalité et le rêve et autres, enfin qui est un peu plus poreuse aussi. Un peu plus fine. Ouais. Un peu plus fine. Et du coup, effectivement, ça, c'est des points de vigilance à avoir. Effectivement, il y aura des points de vigilance à avoir en fonction des publics aussi, clairement. Après, effectivement, est-ce que ouais, je suis assez là. Il y a un côté après, on commence à partir aussi sur le point un peu éthique aussi, parce qu'en fait, il y a aussi un peu de ça. Là, on commence effectivement à partir sur ces thématiques-là. Je pense qu'effectivement, alors pour nous, on l'expérimente beaucoup, donc c'est qu'on est habitué, on a s'habituer aussi avec le temps, et c'est vrai qu'on fait quand même même si sur le moment vous avez un moment de rétroaction en fait quand vous prenez un mur ou etc. Je m'autorise quand même nettement plus de choses du coup en réalité virtuelle que je ne ferai effectivement jamais en fait en réalité, parce que j'ai bien conscience qu'il y a quand même un gap. Je pense qu'effectivement, après, quand on apprend la technologie, il y a toujours aussi 2-3 étapes. Il y a cette découverte, cette familiarisation, où effectivement, ben, là, la frontière, elle est compliquée. Il faut que le cerveau, il faut aussi qu'il pondère aussi un petit peu, qu'il mette le curseur, qu'il prenne ses repères, tout simplement, comme tous les outils. Mais après, je pense qu'après cette phase-là, en fait, effectivement, on comprend beaucoup mieux aussi les notions, les différences. Et le côté sensoriel, je pense que ça sera un sujet en tout cas intéressant en termes d'expérimentation aussi quand on fera des tests utilisateurs, de pouvoir jauger, de pouvoir quantifier de manière quantitative et qualitative cette notion de la réalité vs la virtualité. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est intéressant. Pour rebondir sur ce que tu dis par rapport effectivement aux phobies, en fait, j'avais lu un livre sur le sujet, donc qui avait été très intéressant sur le traitement des phobies en réalité virtuelle. Il y a pas d'élément en mode interrupteur, comme tu le disais très bien. Ouais. C'est de l'habituation, en fait. C'est de l'habituation comme on le fait dans la réalité, en fait, avec ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, où en fait on va apprendre des techniques de respiration pour se détendre et du coup se rapprocher de plus en plus finalement de l'araignée qui nous fait peur, etc. Et se rendre compte que ça fait pas peur en fait, hein, que c'est pas dangereux en fait. Et c'est ça qu'on va utiliser, c'est la même technique qu'on utilise dans la réalité. La seule différence, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une araignée chez le psychologue pour pouvoir faire le traitement, mais qu'on a effectivement l'outil qui permet effectivement de traiter effectivement les différentes phobies. Mais sinon, la méthode est la même, donc on est sur de l'habituation. Donc ça prouve bien effectivement qu'il y a
des mécanismes lents, en fait, finalement, aussi, du cerveau pour s'approprier des notions, en fait. Je pense aussi. Donc à voir après, après il y a que par le faire et par le test. En fait, je ne jure moi que par le test de par mon métier. Et donc là, on aura effectivement des données. Mais si j'en crois sur des études, parce que je lis pas mal et Marine aussi, on lit pas mal d'études sur différents sujets, on n'hésitera pas à revenir vers vous pour vous les fournir avec grand plaisir. J'espère qu'on a répondu un peu à ta question. Alors, j'ai pas fait comme dans la disserte, oui, non, peut-être. Mais j'espère qu'en tout cas, ça t'a permis de te donner quelques pistes. Ouais, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Pas parfait. Donc effectivement, bah voilà. Et effectivement, il y a juste le dernier point, juste pour le rêve, parce que j'aime bien ce côté où tout est possible avec la réalité virtuelle, c'est ce qui me plaît aussi avec cette technologie. Il y a pas si longtemps, j'avais écrit un article justement sur le VR commerce, en fait. Je vous mettrai d'ailleurs peut-être en lien, etc. Il y a des vidéos, en fait, où je montrais effectivement que sur VRChat, ils ont créé, en fait, pour le Nouvel An, Times Square. Ils ont reproduit Times Square pour qu'on puisse fêter le Nouvel An avec nos avatars. Et ils ont aussi, du coup, reproduit des pop-up stores, en fait, sur les côtés, avec même des faux bars, hein, etc. et tout. Donc j'ai trouvé l'approche très originale. Et je me dis, ben voilà, ça, c'est typiquement, c'est ça qui m'a donné envie, en fait, d'écrire cet article et de pousser, en fait, la réflexion sur ces sujets-là. Et je me dis, mais pourquoi pas, oui. Il y a tout à penser, c'est-à-dire qu'il y a tous les parcours d'achat en réalité virtuelle, comment on fait pour avoir de l'ergonomie, des choses simples, en fait, à acheter. Parce que voilà, comment on fait le parcours d'achat, c'est encore différent du parcours e-commerce tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est très intéressant d'aller creuser ça et de voir comment, pas juste de créer pour créer des expériences en réalité virtuelle. Il faut qu'on crée. La technologie ne se suffit jamais en elle-même. À chaque fois, je le dis parce que souvent, je vois des projets où on crée de l'innovation pour l'innovation parce que ça fait beau. Mais en fait, il faut que ça ait une utilité. Il faut que ça ait une vraie vocation, que ça réponde à un vrai besoin et que ça réponde à des vrais freins. Donc, qu'on le fasse avec pertinence. Je pense que si effectivement on le fait avec pertinence, sur certaines catégories de produits, je pense notamment à la décoration, où on peut projeter directement chez soi, du coup, et s'immerger avec sa propre déco quand on achète des packages de décoration, du coup, ça fait sens. Ça fait sens parce que ça permet de la projection, par exemple. Et ensuite, ouais, sans vous spoiler, en fait, de trop. Mais effectivement, pourquoi pas demain, je vais acheter effectivement mes feuilles de nori chez mon vendeur de sushi qui est au Japon. Et en fait, je vais dans le faux magasin en pop-up store virtuel. J'achète mes feuilles de nori. Puis en même temps, comme je suis en VR, et ben, je peux assister à un cours de comment on fait les sushis, etc. Donc ça apporte un peu du contenu additionnel. J'ai des conseils que je pouvais peut-être pas forcément avoir de la même manière, parce qu'il y a beaucoup de bots aujourd'hui sur le web, mais finalement, c'est encore différent. Là, on a le côté visuel directement. Donc ça apporte quelque chose en plus. Pourquoi pas? Et du coup, en fait, je me fais livrer à quelques jours, parce que maintenant, là, on sait qu'en termes d'approvisionnement, ça va assez vite, même à travers les continents, et je reçois finalement un kit pour faire mes sushis, etc. et tout. Bien évidemment, le saumon, je vous conseille pas de le prendre à destination du Japon, bien évidemment. Mais effectivement, les feuilles de nori, ça craint trop rien. Et donc, par exemple, voilà, ça peut être ça. Donc, du coup, j'irai, au lieu d'aller au magasin proxy de chez moi, je mettrai mon casque et j'irai faire mes cours spécifiques parce que ça a un réel intérêt d'aller dans ce magasin qui, finalement, il n'y a plus de notion de frontières, etc. Moi, je trouve le concept assez intéressant, en fait. Pour aller à Dubaï, acheter ta paire de chaussures. Voilà, je peux aller acheter des spécialités n'importe où, en fait. Si je veux acheter des capres de Sicile pour ça, c'est juste petit cocorico personnel, mais voilà, des spécialités siciliennes, je peux aller directement chez mon petit revendeur à Palerme. Et du coup, j'ai des produits régionaux. Voilà, enfin voilà, ça peut être assez intéressant. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous... On n'est pas revenu sur les NFT, je me rends compte. Oui, reviens, vas-y. Alors, j'ai 10 minutes pour vous faire un aparté. Attention, condensation. Condensé. Donc, par rapport aux NFT, donc les NFT, vous avez sûrement déjà dû en entendre parler. C'est un peu le buzz
ces années 2020-2021, c'est un non-fungible token. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez acheter en fait un actif physique ou numérique. Donc, ça peut être une œuvre, un produit de marque, un accessoire ou un attribut pour un personnage de jeu vidéo, un pouvoir ou même une carte de jeu virtuelle. Donc, on voit cette notion apparaître très régulièrement aujourd'hui. Donc, c'est un marché qui a explosé. En 2020, c'est 250 millions de dollars, selon le rapport de l'atelier BNP Paribas. Et le nombre d'acheteurs de FNT a augmenté de 66% en 2020. Donc, ça existe depuis 2017. À l'époque, on achetait des petits chats virtuels. Chacun pouvait faire sa personnalisation de petits chats. Et en fait, ça. Non, c'est pas ça encore. C'est un peu dans le même genre, mais via ton téléphone. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous aller sur Google et taper Tamagotchi juste après. C'est juste pour c'est du rétro. les vieux connaissent. Voilà, sinon les autres, allez sur Google. Et donc du coup, les marques de luxe en fait se sont emparées des NFT. Pourquoi? Parce que les fameux tokens que vous allez acheter sont stockés et certifiés sur la blockchain. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en plus chaque token est unique. Donc chaque token est unique, ça veut dire qu'il ne peut qu'être échangé ou revendu. C'est donc la preuve en fait d'un titre de propriété qui est irréfutable. Et ça permet notamment aux marques de luxe, je pense notamment au groupe LVMH qui s'y est mis en 2019, d'apporter en fait la preuve de l'authenticité des articles de luxe, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de contrefaçons, c'est connu. Et ça permet donc de retracer les origines de la matière première en fait jusqu'au point de vente et jusqu'au marché d'occasion, parce que vu qu'il ne peut être que revendu ou échangé, vu qu'il est unique, il peut pas être dupliqué en fait. Il n'existe qu'en un seul exemplaire. Et donc on voit des tendances arriver où on a des marques notamment de luxe, de basket, qui créent en fait des chaussures virtuelles qu'on va pouvoir venir acheter donc, via ces NFT. Donc on achète les tokens avec des crypto-monnaies, de l'Ethereum notamment. Et on voit des usages assez sympathiques. Par exemple, de pouvoir acheter donc une paire de baskets qu'on va utiliser dans un jeu vidéo, sachant que si la chaussure physique existe, donc il y a certaines marques qui le font, ils font une version virtuelle de leur chaussure physique, les performances en fait sont les mêmes. Donc du coup, par exemple, tu achètes une paire de baskets, alors on va dire une paire de baskets Nike, forcément une marque de luxe, mais c'est la première qui me vient en tête. Tu as la même dans ton jeu préféré, et ça va te donner des performances particulières, par exemple peut-être de courir plus vite ou d'avoir plus de rebonds. On peut imaginer des tas d'utilisations. Donc voilà, on va pouvoir voir, je pense, arriver très rapidement, toujours dans cette optique de metaverse, toujours dans cette optique de monde virtuel, de deuxième terre, comme on l'appelle souvent, où chaque personne en fait pourra s'acheter un vêtement, une tenue, un accessoire, une coiffure, un maquillage particulier, un objet particulier, via donc ces NFT qui seront uniques et qui feront partie du coup de leur image, qui est, encore une fois, on en a parlé plusieurs fois, une des spécificités du domaine du luxe, qui est la rareté de l'objet et l'unicité de cet objet. Donc voilà, je trouvais intéressant de faire cet aparté, sachant que donc elles sont déjà utilisées effectivement pour certifier les différents produits par ces marques de luxe, et qu'on est que du coup à deux doigts au final d'arriver à cette utilisation dans des mondes virtuels.
Donc effectivement, ouais. Et on a déjà effectivement dans certaines plateformes sociales l'utilisation de produits des fois comme ça qui s'intègrent pour customiser son C'est ça. personnalité de avatar. Et donc du coup ça fait sens tout de suite. C'est-à-dire que là on crée ça, après ça peut très vite être utilisé par telle ou telle plateforme. Et on sait très bien qu'il y a des plateformes qui vont très connues pour pas les nommer, qui vont effectivement utiliser ce côté branding assez rapidement derrière pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée dans le choix et la customisation de l'avatar, mais aussi de pouvoir aussi tout simplement apporter des revenus tout simplement transverses pour permettre d'avoir des modèles économiques en free, parce qu'on a des freemium, mais passer sur du branding à côté pour faire rentrer des revenus. Voilà. Donc il y a tous des modèles économiques d'ailleurs qui se créent par maillage en fait entre ces différentes technologies. Ça fait. Voilà. Et donc voilà, je sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il y a des sujets d'ailleurs que vous voulez aborder, n'hésitez pas à nous donner des petites idées, des pistes, et cetera. Donc nous, on crée nos sujets au fil de l'eau. Mais s'il y a des interrogations que vous posez que vous posez par rapport à la réalité virtuelle, n'hésitez pas en fait à les partager. Nous, en fait, comme ça, on pourra effectivement traiter les points dans les prochains lives. Alors, le point qui est remonté là, c'est le handicap. Le handicap, d'accord, oui. Ah oui, Ok. et puis là, Voilà. j'ai déjà 2-3 Gros qui sont en sujet tête. aussi. Ouais, C'est ça. j'ai déjà 2-3 en tête. Parfait, Eh ouais. ben, les filles, merci beaucoup pour le live, comme d'habitude. C'était super sympa de vous avoir. Désolé pour les petits décalages à l'allumage, mais Mais il n'y a pas de C'est souci. rien. Tu m'as permis de faire mon baptême radiophonique. ben voilà, ravi. Tu sais, dans chaque obstacle, il y a toujours une opportunité. Regarde, j'ai fait mon baptême radiophonique ce soir, donc merci Louis. C'est ça, moi j'ai encore perdu des cheveux, mais ça va. Ça va, t'as de la marge, t'as de la J'ai chance. encore un peu de marge, ouais. J'ai encore un peu de marge. Eh ben les filles, je vous souhaite une très très bonne soirée et puis on se retrouve dans 2 semaines. Ça Ça marche. marche. Merci beaucoup à tous. Une excellente soirée Merci. et à la prochaine. Merci Louis. Au revoir. Ciao. 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 Et donc, pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, merci beaucoup d'être arrivé au bout de la vidéo. Je sais qu'il y en a quand même quelques-uns qui arrivent jusque-là. Donc, merci de nous suivre. Venez sur les lives à 18h tous les mercredis parce que c'est quand même beaucoup plus sympa que les replays. Et puis, vous pouvez interagir avec soit les drôles de dames, soit l'équipe des garçons. Voilà, le titre est toujours en train de chercher. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur les réseaux, sur LinkedIn, sur France Immersive Learning et Immersive Learning Lab pour avoir toutes les infos de live et une veille techno si ça vous intéresse. Et puis n'hésitez pas à passer. Ciao.